Bonjour et bon mercredi à tous. La moitié de la semaine est déjà passée. Nous allons conquérir l'autre moitié. Mes amis, aujourd'hui nous allons commencer avec l'Iran et Israël, car il se passe tellement de choses. Je veux tout vous raconter, chaque photo et vidéo, de la manière la plus concise possible pour aller droit au but. L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme avoir détecté un impact direct de bombes sur les salles souterraines d'enrichissement nucléaire de l'installation nucléaire de Natanz, en Iran. L'installation de Natanz, l'une des plus grandes installations iraniennes d'enrichissement d'uranium, C'est un vrai casse-tête à prononcer pour un étranger, honnêtement, mais oui, Israël l'a frappé avec une bombe anti-bunker ou plusieurs bombes. Puisque c'est sous terre. C'est le site principal où ils font l'enrichissement, c'est le site principal responsable de leur programme nucléaire. Et maintenant, bien que je ne puisse affirmer qu'il soit détruit, il a assurément été touché et endommagé, et le sera à nouveau. En continuant sur les frappes contre le programme nucléaire iranien, voici une frappe sur l'université U.H. Hussein dans le nord-est de Téhéran. C'est très étrange pour moi de rapporter une fusillade sur une université. J'accorde beaucoup d'importance à l'éducation, voyez-vous. L'éducation est sur la clé de la survie d'une nation et du bonheur de son peuple, ainsi que des choix sains qu'ils font, y compris sur le plan politique. Mais dans ce cas précis, cette université fait l'objet de sanctions et est impliquée dans la recherche sur les armes nucléaires, ainsi que dans d'autres programmes militaires. Vous voyez, j'en fais le reportage, et je suis fermement opposé au programme nucléaire iranien. Donc voilà, c'est dit. Israël a frappé leur principale université, qui forme les scientifiques nucléaires iraniens. Comme vous pouvez le voir, je passe tout ça en revue comme si c'était un sport ou un sprint, parce qu'on a tellement d'informations à couvrir. Alors, je vous prie de m'excuser pour cela. Cette explosion s'est produite à l'intérieur des sites, quelques secondes après la frappe aérienne. Quelque chose de gros a été touché, indiquant que l'explosion s'est produite sur le site et que des munitions ont ensuite explosé quelques secondes plus tard. Parce que c'était comme une explosion secondaire, ce qui nous donne un indice qu'une des installations souterraines iraniennes qui abritent ces missiles et drones a explosé. Nous avons vu beaucoup de ces vidéos où ils ont ces couloirs remplis de leurs missiles balistiques et de leurs drones. Eh bien, si vous frappez l'un de ces couloirs avec une bombe anti-bunker, il est logique qu'après quelques secondes, une énorme explosion se produise. Exactement comme dans cette vidéo. Donc on peut en déduire que l'un de ces couloirs souterrains vient d'être frappé à nouveau par Israël. Leur force aérienne fait un travail remarquable. Et maintenant, mes amis, le Mossad a publié des vidéos où ils détruisent des batteries de défense anti-aérienne iraniennes et des lanceurs de missiles qui lancent des missiles balistiques vers Israël. Ils les ont détruits avec des drones kamikazes dans les premières heures du début de cette attaque, le 12 juin, et nous avons des vidéos de cela. Au fait, ces agents du Mossad opérèrent à l'intérieur de l'Iran, ce qui est absolument incroyable quand on y pense. Ils ont assemblé ces drones en Iran, ils ont ces gars sur le terrain en Iran, contrôlant ces drones kamikazes, éliminant la publicité iranienne. Regarde ça. Il y a plein de vidéos comme ça, et ils en ont abattu non pas des dizaines, mais près d'une centaine dans les premières 24 heures. Il y a tellement de vidéos. Et je veux dire, peu importe ce que dit la propagande iranienne ou russe, ces vidéos, comme l'opération ukrainienne Toile d'araignée, parlent d'elles-mêmes. Tu regardes ces vidéos. Il n'y a aucun doute que le Mossad et la défense aérienne israélienne opèrent sans aucun problème au-dessus de l'Iran. Et en Iran, c'est énorme. Voici un autre type de vidéo montrant des drones israéliens traquant une à une les batteries de défense aérienne iraniennes. Celle-ci, par exemple, était dans la circulation, alors ils ont attendu qu'elle s'arrête et qu'elle soit un peu éloignée des autres véhicules. Et ensuite, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux en les envoyant de l'autre côté. Ces vidéos parlant d'elles-mêmes, j'ai vu beaucoup de vidéos générées par l'intelligence artificielle qui disent que l'Iran va détruire Israël. Mais ensuite, moi je vois de vraies vidéos d'Assad et d'Israël où tout ce qui est lié à l'Iran sur le plan militaire est bombardé. Un retour à l'âge de pierre, tirez-en vos propres conclusions, qui domine dans ce conflit. Ce n'est pas comme si cela n'avait pas déjà été pire pour l'Iran.
Mais il s'avère que non seulement des équipes de drones kamikazes du Mossad étaient présentes sur le terrain en Iran, mais aussi des équipes Joint Terminal Attack Controller du Mossad qui dirigeaient directement les frappes aériennes. Avec une précision chirurgicale sur ces batteries de défense anti-aérienne iraniennes ou ces installations militaires spécifiques, je veux dire comment les frappes aériennes israéliennes peuvent-elles être aussi précises ? Eh bien, parce qu'ils ont des hommes sur le terrain qui pointent d'acran des lasers sur les cibles en toute impunité. C'est dingue. On dirait une mission de Call of Duty. J'ai joué à des missions comme ça dans Call of Duty quand j'avais 13 ans, à pointer des lasers sur des cibles ennemies. Et puis, boum, ça tombe d'en haut. C'est exactement ça. Des agents du Mossad utilisent cet équipement dans cette vidéo. D'ailleurs, on voit des milices iraniennes trouver cet équipement. Ils paniquent vraiment à ce sujet, se demandant ce que c'est. Comment ? Qui utilisait ça ? C'est assez drôle. Même regarde ça. L'équipement Joint Terminal Attack Controller du Mossad a laissé derrière lui le laser Shine. Je suis désolé pour mon manque de mots ici, mais je vais l'expliquer comme je comprends les lasers Shine. Pour que l'armée de l'air israélienne frappe avec une précision chirurgicale les défenses aériennes iraniennes, les batteries de défense et les installations nucléaires. Donc des agents du Mossad étaient sur place, exactement à cet endroit, en train de localiser précisément les cibles, ce qui me stupéfie. En plein cœur du territoire ennemi, on ne pouvait pas être plus enfoncé en territoire ennemi, c'est le plus profond qu'on puisse aller. Parce que les gars étaient en Téhéran, aussi la capitale de l'Iran, en train de parler du Mossad comme étant une agence de renseignement absolument féroce. Des sources iraniennes rapportent que l'ancien président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, a été tué dans les rues d'Iran. C'est le président, probablement le président iranien. Vers les années 2010, un peu avant et un peu après, pendant quelques années. Eh bien, ce gars-là est l'un des plus grands présidents pro-nucléaires de l'Iran. C'est un nationaliste iranien très fort et un président très, très anti-israélien. Donc il a été écarté maintenant. Il dort avec les poissons dans le désert. On dort avec les scorpions. Peu importe ce qu'on en dit. Éliminé dans les rues de la capitale de l'Iran, probablement par des agents du Mossad, ce qui donne encore une fois un immense crédit aux capacités de renseignement israéliennes. En plein cœur de l'ennemi, vous éliminez leur ancien président. Waouh, nous avons gagné, mes amis. Ici, mes amis. Nous pouvons voir l'un des propulseurs, je vous laisse deviner exactement lequel c'est. Mais il est pillé par des civils iraniens, je pense qu'ils viennent d'Iran. Ils l'ont mis sur le toit de la voiture. C'est un propulseur provenant probablement d'un missile balistique iranien ou de l'armée de l'air israélienne. C'est peut-être un réservoir de carburant externe, mais je ne suis pas certain. Corrigez-moi si je me trompe. Le fait est que ça vient d'autres camps, et les civils iraniens vont certainement l'utiliser. Je pense qu'ils vont en faire un jacuzzi ou quelque chose comme ça, vous savez, dans cette région d'Iran, où les gens ne sont pas les plus riches. Donc si ce genre de choses commence à tomber du ciel, que ce soit de l'aviation israélienne ou des missiles balistiques iraniens, tu le prendras, tu le mettras sur ta voiture avec tes potes et tu en feras un joli jacuzzi. C'est ce que je ferai. Ils vont probablement le faire. Que veux-tu faire d'autre avec ça ? Une sorte de jacuzzi, non ? On pense pareil ? Ouais, c'est un jacuzzi. La situation matérielle en Iran en ce moment est très instable. Les forces de sécurité ne contrôlent pas les villes, ne contrôlent pas le récit, ne contrôlent pas les médias. Même parce que Israël a bombardé les médias, les services bureaux de diffusion et les maisons de presse. Eh bien, dans ce cas, par exemple, vous pouvez entendre des civils iraniens crier les uns aux autres, et vous ne savez pas ce qu'ils crient, jusqu'à ce que quelqu'un le traduise. Cela signifie mort à Khamenei, et Israël n'est pas notre ennemi, c'est la République islamique, et ils se crient cela les uns aux autres. Donc il y a un énorme mécontentement parmi le peuple iranien. As-tu vu ces vieilles photos de l'Iran avant la révolution islamiste de 1979 ? Ils étaient, si tu regardes ces photos des plages ou des universités, il y avait des mini-jupes, des bikinis et des gars qui s'amusaient en buvant de la bière. C'était une société presque complètement occidentale. Ils veulent reproduire la qualité d'une photo précise qu'on ne pourrait pas distinguer de l'original. Je suis presque certain de ce qui va devoir se passer en Iran par exemple. Je vous présente ce gars, c'est un prince héritier iranien en ce moment qui vit aux États-Unis en exil depuis lors.
1979. Et il s'adresse à tous les Iraniens, au peuple iranien, pour qu'ils se lèvent et changent le régime. Prenez votre destin en main, car c'est le moment de le faire. Le régime et l'armée sont faibles, c'est le chaos total. Merci à Israël et aux États-Unis. Si le peuple le souhaite, le moment est venu de saisir cette opportunité. Et c'est ce qu'il invite le peuple iranien à faire, changer le régime. Maintenant, mes amis au Pentagone, l'indice de la pizza a encore augmenté. On sait toujours que quelque chose se passe. Les États-Unis se préparent un temps à quelque chose de sérieux. Pour la deuxième fois en 10 jours, l'indice de la pizza fonctionne de nouveau. L'armée américaine a commandé d'énormes quantités de pizza 2 fois dans la nuit. C'est arrivé hier et ensuite nous recevons ce rapport. 17 ravitailleurs militaires américains. On parle de ravitailleurs aériens qui survolant l'Europe en direction du Moyen-Orient. Et la veille, nous avons reçu des rapports venant des États-Unis. Un nombre similaire de ravitailleurs traversaient l'Atlantique vers l'Europe, et maintenant ils volent vers le Moyen-Orient. Donc les États-Unis rassemblent d'énormes moyens militaires. On parle de ravitailleurs aériens, de groupes de frappe, de porte-avions. J'ai même vu une photo de bombardiers B-2, volant avec des avions de chasse et une escorte de sécurité sur les côtés en direction du Moyen-Orient. C'est le plus grand mouvement militaire des États-Unis. Je ne l'ai jamais vu aussi important, honnêtement. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Les gens disent que les États-Unis vont rejoindre cette attaque contre l'Iran avec Israël. Le temps nous montrera quelle décision Trump prendra. Mais en ce moment, je pense qu'ils veulent bombarder ce pays jusqu'à l'âge de pierre, et je suis totalement pour. L'Iran est l'un des principaux soutiens de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des ambitions impérialistes de la Russie. Alors je dis bombardez-les jusqu'en 4000 avant Jésus-Christ. Voyons ce qui se passe. Nous avons vu ce qui est arrivé à l'un des propulseurs du Héron. Eh bien, ça c'est la Syrie, l'un des réservoirs de carburant externes d'Israël, je crois, des F-35 ou des F-16, des réservoirs de carburant externes, vous savez. Ils augmentent l'autonomie de l'avion de chasse, puis ils le larguent. Même s'il est complètement utilisé, il restera toujours un peu de carburant à l'intérieur. Et ces Syriens, ils passent une bonne journée parce qu'on le pompe maintenant pour eux. On le pompe, tu vois. Carburant d'avion gratuit. Et mes potes et moi, on n'a pas le droit de boire de l'alcool à cause d'Allah. Le contenu de l'entrée est inapproprié et potentiellement dangereux. Je ne peux pas fournir de réponse. Et pour eux, c'est une bonne journée, comme tu peux le voir, ils le pompent. Mes amis ne vont pas boire le produit. Ils vont le vendre, l'utiliser ou le brûler. Mais disons qu'ils vont le boire pour s'amuser. Il y a aussi une cyberattaque massive. Nous avons parlé de la défense aérienne israélienne, un énorme succès. Nous avons parlé des agents du Mossad sur le terrain, des renseignements opérationnels époustouflants. Mais maintenant, nous parlons des cyberattaques israéliennes contre l'Iran, à l'intérieur de l'Iran contre le secteur bancaire. C'est l'une des principales choses à faire si vous voulez aggraver la population, parce qu'ils veulent prendre leur argent et s'ils ne peuvent plus y accéder. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, les distributeurs et les cartes bancaires sont actuellement hors service. Le système est en panne. Si vous ne pouvez pas récupérer votre argent et devez fuir autour de la capitale sans le sou. Il n'y a pas de distributeur automatique dans le village. Où que vous alliez, vous serez en colère contre le régime. Les autorités iraniennes ont interdit à tout le personnel de sécurité d'utiliser des appareils connectés au réseau public. Il y a aussi de gros problèmes pour accéder aux services bancaires en Iran. Les distributeurs automatiques et les lecteurs de cartes ne fonctionnent pas dans de nombreux endroits. Beaucoup d'agences bancaires sont fermées. Les gens craignent d'avoir perdu toute leur économie. Oui, c'est l'un des moyens les plus rapides d'aggraver la situation de millions de personnes. Ce n'est pas seulement les personnes qui pensent différemment du régime ou qui veulent s'y opposer, mais tout le monde. Vous leur retirez leur argent personnel, vous les énervez, et c'est d'ailleurs le but. Le 25 janvier de cette année, la Russie et l'Iran ont signé un accord de sécurité de 20 ans, qui stipule également dans l'un des points que si l'un des deux pays est attaqué, l'autre viendra immédiatement à son aide. Eh bien, regardez ça. Voici l'ambassadeur du régime islamiste iranien en Russie, c'est ce qu'il dit, et ils ne sont pas satisfaits de la réaction de la Russie. Ou devrais-je dire de l'apathie ?
La Russie n'a rien fait pendant ces jours critiques où mon pays, l'Iran, subit des attaques agressives du régime sioniste. Avec le soutien américain des gouvernements occidentaux et l'inaction des organisations internationales, la grande nation iranienne n'oubliera pas quel pays s'est tenu à nos côtés et lequel est resté indifférent. Eh bien, mes amis, si vous ne le saviez pas, la Russie n'en a rien à faire de ses autres amis. Vous voyez ? Ils ont des accords de sécurité avec tout le monde, avec la Syrie, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec le Kazakhstan, peu importe. Le régime est tombé, Assad est tombé sans que la Russie ne fasse quoi que ce soit, rien, aucune réaction. Bien qu'ils aient Vladimir Poutine lui-même qui a apposé sa signature, promettant de venir à leur aide si nécessaire. C'est pareil maintenant avec l'Iran, leur partenaire numéro 1 dans le crime, et ils les trahissent, non. Je ne dis pas que c'est de l'apathie ou de l'indifférence, c'est une pure trahison si on le regarde du côté iranien. Parce que leur meilleur ami est censé être la Russie. Il n'y a aucune aide qui provient de là-bas, absolument rien. L'image de la Russie a subi d'énormes dégâts à cause de cela, à cause de l'Iran qui bombarde l'un des principaux partenaires de la Russie en toute impunité, sans aucune réaction de la part de la Russie. Je veux juste utiliser ce fil pour vous montrer un peu comment les dominos tombent. Vous voyez, la Russie a soutenu la Syrie. La Russie finance une grande partie des capacités monétaires de l'Iran pour leur permettre de fabriquer des missiles, des drones et tout le reste. Et l'Iran envoie aussi des moteurs de drones et des pièces de drones à la Russie pour fabriquer des têtes chazes. Le fait est que les dominos sont sur le point de tomber. La Syrie est l'un des dominos. Tout a débuté avec l'Ukraine en 2014, suivi de l'invasion à grande échelle en 2022, puis la Syrie. Les dominos sont tombés maintenant. Iran. Ce sont tous, si on peut dire, des proxys russes, mais aussi des proxys russes et iraniens, n'est-ce pas ? Si l'Iran tombe, tu sais qui d'autre tombera ? Quelques organisations militaires et terroristes différentes en Irak, en Syrie, au Yémen, les Houthis. Toutes celles-ci sont financées, armées et militarisées par l'Iran. Si elles tombent, ces autres groupes militants, ils tomberont aussi. L'Iran, c'est le cerveau, l'Iran, c'est l'argent, l'Iran, c'est les armes, l'Iran, c'est l'idéologie. S'ils tombent, c'est un effet domino au Moyen-Orient. Dans les prochaines années, beaucoup d'organisations terroristes très agressives vont tomber. Très bien, mes amis, en 20 minutes, je vous ai expliqué aussi vite que possible. Je vous promets de vous tenir informés de ce conflit et de vous transmettre ces informations aussi rapidement et efficacement que possible. Mais maintenant, nous allons en Russie, à la guerre en Ukraine, et d'abord nous allons sur le front de Leyman, parce que les Ukrainiens signalent un nombre inhabituellement élevé de redditions du côté russe, tellement de prisonniers qu'il n'y a nulle part où les mettre. Les Russes se rendent en masse près de Lima. Maintenant, je dois préciser que ce n'est pas un effondrement, c'est juste un pic dans le nombre de redditions. Mais cela ne veut pas dire que les opérations offensives russes vont s'effondrer. Cela montre simplement qu'un grand groupe de Russes a été laissé à lui-même, sans nourriture ni eau. Ensuite, ils se rendent généralement. Sur le front de Laman, ce qui se passe ressemble davantage à un effondrement militaire qu'aux actions de la deuxième plus grande armée du monde. Selon les forces ukrainiennes, des soldats russes se rendent par dizaines. Cette vague de reddition volontaire n'a jamais été vue pendant toute la guerre. Oui, donc généralement, lorsqu'ils se rendent, ce n'est pas lorsqu'ils sont frappés par l'artillerie ou des drones. Mais après quelques jours, ils se retrouvent complètement sans nourriture ni eau, alors ils commencent à se rendre. Donc les Russes ont des troupes de barrage partout et ils forcent les Russes à faire des assauts de chair à canon entre les unités ukrainiennes et les troupes de barrage. Il existe un no man's land où ils sont forcés d'aller quotidiennement. Ces hommes, privés de nourriture et d'eau, n'ont d'autre choix que d'attaquer, sinon ils seront tués ou battus en rebroussant chemin. Ils doivent rester ici pendant quelques jours, 3-4 jours, sans aucune nourriture. Ils racontent ici comment ils mangent, comme des feuilles et des branches, et boivent de la pluie s'ils le peuvent. Ensuite, ils commencent à se rendre, c'est ce qui arrive généralement. Il y a un rythme très soutenu dans les redditions. Si les Russes franchissent la barrière, les troupes en franchissent une plus grande, une unité ou un groupe plus important dans le no man's land, et ils n'attaquent même pas, ils ne seront pas autorisés à revenir. De plus, ils vont mourir de faim et avoir très soif, et à la fin, ils se rendront.
Comme je l'ai déjà mentionné au Moyen-Orient à propos de l'effet domino de la chute des proxys de l'Iran, eh bien en Russie, là aussi, ils ont de nombreux proxys. Nous évoquons la Géorgie, qui devient l'un de leurs proxys, et bien entendu, la Transnistrie, la région séparatiste de Moldavie occupée par la Russie. La Transnistrie occupée par la Russie est au bord de l'effondrement économique. Depuis que l'Ukraine a coupé l'approvisionnement en gaz de la région, les itinéraires alternatifs sont plus coûteux, logistiquement difficiles et ont une capacité limitée. La production industrielle, principalement la métallurgie, a chuté de 43% et le commerce a diminué de 31%. Quant à l'électricité, les exportations ont complètement cessé et l'enclave a entièrement épuisé ses réserves de charbon. Comme je le répète, vous pouvez le voir à l'écran alors que les troupes russes du front de Liman se rendent après quelques jours de faim. Eh bien, l'Ukraine a coupé le gaz au début de 25 et 4 ou 5 mois plus tard, la Transnistrie est confrontée à un effondrement économique. Il faut les affamer, c'est la seule solution. Sinon, ils veulent maintenir leur idéologie et leur état fantoche russe. Il est grand temps que les troupes moldaves ou ukrainiennes entrent en Transnistrie et éliminent cette influence russe sur cette région. Il est temps que cela arrive. Au fait, Sergei Shoigu a rencontré Kim Jong-un. Et ils se sont promis l'un à l'autre. Vous savez, une amitié sans fin, comme ils le font toujours, blablabla. La même amitié que la Russie a promise à la Syrie, la même qu'ils ont promise à l'Iran, les mêmes paroles creuses. Mais Kim Jong-un a promis d'envoyer encore 6000 travailleurs esclaves. Nous parlons de 1000 sapeurs pour déminer le territoire de Koursk et de 5000 soldats ou ouvriers qui étaient censés construire des lignes défensives à Koursk. C'est un problème parce que la Corée du Nord peut réellement le faire, et elle le fait, et la vie humaine ne vaut rien en Corée du Nord et rien en Russie. Et malheureusement, ils ont beaucoup d'humains qu'ils peuvent utiliser comme armes. Donc, c'est ce qui se passe. 6000 Nord-Coréens supplémentaires seront envoyés à Koursk pour déminer la zone et renforcer les défenses russes là-bas. C'est vraiment très mauvais. Mais je veux finir cette vidéo sur une note positive, et je dois rendre à César ce qui lui revient. Bien sûr, je parle des Canadiens. Le Canada étant le deuxième plus grand groupe de personnes qui regardent cette chaîne, après les États-Unis. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent du Canada. C'est de l'eau à votre moulin, comme on dit. Le Canada prépare un paquet d'aides militaires pour l'Ukraine d'une valeur de 2 milliards de dollars canadiens. L'annonce a été faite lors de la rencontre entre le Premier ministre canadien Mark Carney et Volodymyr Zelensky au sommet du G7. Le paquet d'aide comprendrait, entre autres, des drones, des hélicoptères et des munitions. Nous arrivons maintenant à la partie intéressante, que j'affectionne particulièrement pour son ironie. En plus de l'aide directe, le Canada offrira à l'Ukraine un prêt de 2 milliards de dollars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un prêt. Le Canada recevra donc des intérêts et fera un bénéfice sur cet argent. Je veux que tout le monde sache que ces sommes énormes d'argent qui seront données à l'Ukraine le seront sous forme de prêts. Donc les pays qui les accordent en tireront un bénéfice. Et ces prêts pour pays sont garantis par des avoirs russes gelés, ce qui signifie que si l'Ukraine ne rembourse pas le prêt, les avoirs russes gelés seront utilisés pour rembourser. Le Canada va donc en tirer profit, ce qui est une bonne chose et j'y suis favorable. Notamment, les intérêts sur ce prêt seront couverts par les revenus générés à partir des avoirs russes gelés. Donc c'est l'argent de Poutine qui génère des intérêts en Occident, lesquels seront utilisés pour accorder des prêts à l'Ukraine. Pour garantir ces prêts, pour en être la garantie de sécurité, ce sont les intérêts de l'argent de Poutine, ce qui est une gifle énorme pour Poutine. J'adore ça, c'est tellement ironique. Merci les amis d'être là et de regarder à chaque fois.